Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Bien, nous restons dans le sillage avec cet autre qui réagit. Allez-y, Tamba, une petite précision. Justement, Koulibaly a bel et bien raison. J'ai fait ce travail par ailleurs. Le nouveau code du travail en République de Guinée, en l'article 431, alinéa 8, dit très précisément, il faut le dire pour l'opinion, la grève suspend le contrat de travail. Le salarié recouvre son emploi en fin de grève et ne peut être sanctionné du fait de sa participation à la grève. Ça, il faut le dire à l'État. Je continue. L'employeur est dispensé de verser au travailleur sa rémunération correspondant à sa période de grève. C'est donc une vérité. Le SLEG ne peut pas prétendre à un salaire pour la période pendant laquelle ils sont partis en grève. Mais en même temps, vous n'avez pas le droit de menacer leur travail. Bien. On a Lamarana Yimbira aussi qui réagit. Les syndicalistes utilisent la sensibilité de l'éducation pour prendre en otage l'avenir de nos enfants, qu'ils comprennent qu'il y a aussi d'autres problèmes ailleurs, manque d'infrastructures, le bas niveau des enseignants, l'insuffisance de l'effectif. Exemple chez moi à Yembérin, il nous manque 50 enseignants pour notre sous-préfecture. Voilà, mon cher Roby. On continue le débat avec notre invité. Alors il était important de prendre le fil du débat interrompu tout à l'heure par la pause. Vous étiez en train de transposer les salaires, les comparer à la sous-région. C'est l'argument principal qui est mis à l'avant. Mais est-ce que vous avez aussi transposé les budgets dans les autres pays que vous aimez prendre en exemple, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le budget de l'éducation au budget de l'éducation guinéenne? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, est-ce que les budgets alloués, par exemple, à la présidence de la République, alloués au président de l'Assemblée nationale, qui à un moment donné est considéré comme budget exorbitant, ne peut pas avoir des coupes pour être alloués à l'enseignement et au secteur de santé, qui sont quand même deux piliers du développement d'un pays? Bon, d'abord, je n'ai pas fait de comparaison avec les sous-régions, je n'ai pas parlé des salaires. J'ai dit que depuis le retour d'Alpha Condé et depuis l'arrivée de Michel Alpha Condé, et que les salaires ont plus que doublé dans le domaine de l'enseignement. Qu'est-ce que je veux réellement que l'on sache? Est-ce que notre système éducatif a des problèmes? Oui. Qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, en termes de budget, à la santé, on avait 1,4% du budget qui était alloué à la santé. Aujourd'hui, nous sommes à 8%. Les grandes gueules. C'est déjà un progrès dans les 7 dernières années. Nous devons être à 18%. Généralement, c'est 40% qui est le seuil du budget alloué à l'enseignement. Nous sommes loin de là, mais des efforts considérables ont été faits. Plus de 10% de plus depuis l'arrivée d'Alpha à l'enseignement. Plus de 5000 classes qui ont été construites aussi dans le pays. Mais je serais d'accord même de donner 20 millions aux enseignants, comme le SLEG le demande. Mais je ne veux pas donner 20 millions à celui qui n'est pas en train d'enseigner, mais qui est ailleurs et qui bénéficie des primes de l'enseignement parce qu'il est rentré à la fonction publique par le truchement de l'enseignement. Ça, je crois que si on arrivait à détecter, à enlever ces fausses primes qui sont perçues indûment, on avait moins de problèmes à donner à ceux qui sont vraiment en classe suffisamment de moyens pour qu'ils puissent faire leur travail. Ensuite, je crois que dans ces négociations, il y a un problème d'ego. Si vous dites que vous allez nous faire plier, nous allons vous faire plier. Si une autorité s'oppose à nous, nous allons demander son départ. Ça, c'est pas syndicaliste, ça. Ça, c'est glisser sur un autre champ. Bien. Amadou Damaro Camara, notre invité. Allez-y, madame. Le problème actuel, monsieur Damaro, qui est sur la table, c'est cette question de négociation. Pourquoi les deux parties ne s'asseyent pas autour de la même table pour négocier, trouver des solutions? Parce que le SLEG l'a dit d'emblée, les 8 millions, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, fondamental, comme ils l'ont dit sur les 40% obtenus l'année dernière, avant les vacances. Pourquoi les deux parties ne s'asseyent pas autour de la table pour trouver une piste de solution? Parce que je pense que tout corse autour des négociations. Non, vous savez, le syndicat, par essence, c'est la négociation.
le syndicat prend toujours le peu qu'on lui donne et revient encore. On ne dit pas dans une négociation, avant de commencer, il faut d'abord que j'ai ça. Deuxièmement, on négocie que le possible. On ne peut pas négocier l'impossible. Déjà, les 40% qui se sont étendus à l'ensemble des fonctionnaires après, nous ont amené à avoir une loi rectificative cette année parce que les recettes ne pouvaient plus suivre. Nous sommes obligés, avec ces salaires, d'aller vers un budget de consommation, un budget de fonctionnement. Et où est-ce qu'on prend? Mais on coupe sur les investissements qu'on réclame tant. Personne n'est satisfait de son salaire nulle part dans le monde. Bien. C'est ça une réalité. Et certes, le SLEG met sur la table cette revendication portant sur un salaire de 8 millions, un salaire de base de 8 millions. Mais le SLEG dit en même temps, et les autres l'ont rappelé, que ce point est négociable. Comment comprendre que l'État, pour sa part, ne veuille pas faire le moindre effort pour quand même, pour quand même arriver à ce n'est pas quelques mois après les 40% qu'on va demander 8 millions. 8 millions d'abord sur quelle base? Tous les enseignants, quand on dit enseignants, tous les enseignants, il y a des instituteurs adjoints, il y a des moniteurs, il y a des professeurs. Quand on dit 8 millions de base, 8 millions pour qui? Pour quelle tranche? Mais on ne prend pas les chiffres en l'air comme ça parce qu'on le veut. Oui, mais ça doit provenir de quelque part. Oui, mais et chaque fois, l'État ne crée pas la monnaie. Oui, l'État, c'est vous et moi qui donnons. Oui, mais chaque fois qu'on nous touche, on dit les pauvres populations, ils ne peuvent pas payer ceci, ils ne peuvent pas payer cela. Vous voulez comprendre? Mais c'est pourquoi on pointe l'État, justement. C'est pourquoi on pointe l'État. Oui. Et ça, c'est un sentiment partagé dans l'opinion. C'est le fait que, de votre côté, parce que le SLEG dit que c'est un point négociable, donc il y a des possibilités qu'il y ait donc des discussions sur ce point et qu'il y ait un accord sur un salaire par exemple de 1 million ou de 2 millions. Mais de votre côté, vous ne faites aucun effort, mais vous ne faites aucune proposition et vous avez augmenté les salaires de 80% depuis qu'Alpha Condé est là, ou de plus de 100%, ou de plus de 100%. Oui. Mais c'est une revendication qui a été, c'est un point de revendication qui était resté en souffrance et qui devait être traité. Oui. À l'issue de l'accord du 13 mars, tout le monde, toutes les parties ont convenu qu'un couloir de négociation allait être ouvert sur ce point. Pourquoi? Si vous saviez que vous n'aurez pas fait le moindre effort sur ce point, pourquoi à l'époque vous n'avez pas dit d'emblée que rien n'était possible sur ce point? La loi du travail. Parce qu'aujourd'hui, le SLEG a le sentiment qu'il s'est fait berner. Non, la loi du travail existe aussi. D'abord, il y a des problèmes entre les syndicats de l'enseignement. Ils sont en train de se bouffer entre eux. Nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Mais il s'agit de l'avenir des enfants. Vous ne répondez pas aux questions d'Abakar Diallo. Laquelle? Il a posé des questions, monsieur. Non, pourquoi nous ne faisons aucun effort? Oui. Mais nous avons fait suffisamment d'efforts déjà. On ne peut pas demander en l'espace de quelques mois une augmentation de 40%. Après, une augmentation peut-être dans certains cas de 300%. Parce que quand on dit 8 millions, finalement, ça devient fantaisiste. Quand on est à 1,5 million, quand on est à 2 millions et qu'on demande 8 millions de salaire de base, après une augmentation de 40%, vous êtes en train de demander pour certaines couches une augmentation de 300, 400, 500%. Finalement, c'est quoi? Tu ne prends pas au sérieux. Allez-y, Tamba. Alors, moi j'ai deux questions très rapidement. Vous avez eu vraiment suffisamment de temps pour pouvoir éviter que les classes n'ouvrent pas. Depuis mars dernier, on est parvenu à cet accord-là. Nous sommes aujourd'hui en octobre. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est vous le principal responsable pour avoir attendu que nous parvenions à la rentrée scolaire pour ensuite engager des négociations? J'ai envie de dire un semblant de négociation, puisque la messe, elle était déjà dite. Le Premier ministre a dit qu'il ne céderait pas. C'est la première question. Ma deuxième question, vous qui êtes du gouvernement, vous avez engagé... Non, je ne suis pas du gouvernement. Quand je parle de vous... Non, je suis du législatif. C'est l'erreur que vous faites. On sait comment ça fonctionne ici. Oui. On sait comment ça fonctionne. Mais je ne suis pas du gouvernement. Quand il s'agit de l'exécutif, c'est toujours vous qui répondez de l'exécutif dans ce studio. Je ne suis pas de l'exécutif. D'accord. Allez-y, la question. Donc, on voit bien que cet exécutif-là a décidé d'envoyer une mission de contrôle physique sur le terrain suite à cette grève. Qu'est-ce que vous cherchez à la suite de ce contrôle? Non, ça, ce n'est pas à la suite de cette grève. La mission a eu lieu justement
pendant le temps que vous nous donnez là, de mars à maintenant. Non, mais peut-être qu'il n'a pas l'information. Non, j'ai l'information. Attendez. Non, mais vous allez déployer, l'État va déployer à partir d'aujourd'hui des missions. Non, c'est important. Parce que c'est un communiqué officiel qui l'annonce. Des missions de l'inspection d'État vont se déployer pour contrôler physiquement les enseignants. D'abord, il y a eu un contrôle fait par les sous-préfets dans leur circonscription. Des enseignants, je dis. On ne parle pas de ça. Je parle des enseignants. Non, ça, il y a même déjà un rapport. On en a parlé dans ce studio. Voilà. On parle d'une autre mission de l'inspection d'État par rapport à la rentrée, par rapport à la grève, pour constater qui est sur le terrain et qui ne l'est pas. Qu'est-ce que vous cherchez à la suite de cela? Ça, c'est un complément. Ce n'est qu'un complément d'une mission qui a été déjà envoyée. Tu ne peux pas aller contrôler, en fait, les enseignants en classe si l'école n'est pas ouverte. Mais qu'est-ce on ne contrôle pas pendant les vacances. Allez-y, Moussa. On ne contrôle pas pendant les vacances. Ouais. Et pourquoi on a attendu? J'avoue qu'on aurait dû aller plus tôt. Mais je connais le Premier ministre. Il a été clair aussi. Il a dit ça, je ne peux pas. Peut-être on lui reproche ça comme une sorte d'arrogance, mais c'est son franc-parler, ça. Je connais qu'il a dit, je ne peux pas. C'est vrai, mais en même temps... On ne peut pas, je ne peux pas, il ne faut pas vous leurrer, ça n'a pas plu. On a dit qu'il a dit même sa position où comme il était assis, on a même critiqué ça. Mais il a dit la vérité, il a dit, je ne peux pas. On peut tout reprocher à Kassori, sauf lui dire qu'il n'est pas un praticien de l'économie guinéenne. Il la connaît. En disant je ne peux pas, je pense qu'il a mis complètement à l'eau ces gens-là qui venaient au nom de l'État négocier avec les syndicalistes. Je pense que ça donnait déjà, ça programmait l'échec quant à l'issue de cette négociation. Ensuite, moi, l'État est une continuité, Monsieur Damaro. Lorsque l'État accédait à ces 40%, l'État avait également vu que les syndicalistes avaient mentionné sur la même feuille de négociation qu'après, on allait discuter, il serait question de discuter autour des 8 millions qui sont négociables. C'était du héroïsme. Non, attendez, l'État en ce moment aurait dû broncher, pour dire, nous accédons aux 40%. Mais tenez-vous bien, les 8 millions, nous ne pourrons absolument rien faire. Mais vous avez reporté la crise. Oui. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on le dise. Oui. Mais d'abord, les 40%, ça a été échelonné. Ensuite, ça a été clair. Tout le monde a cru réellement que les 8 millions, c'était... Moi, à mon sens, c'était vraiment une bonne blague. Parce que le problème, c'est quoi? Attendez, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup qui parlent du budget sont ceux-là qui en savent moins. Oh, il faut, comme vous venez de dire tout à l'heure, il faut couper dans le budget de l'Assemblée nationale. Le budget de l'éducation, c'était 1000 et quelques milliards. Ce n'est pas les 20 milliards de l'Assemblée qui vont combler ça. Ma deuxième question, rapidement, ça n'a rien à voir. Allez-y. Ma deuxième question, c'est que, honorable, vous avez manqué vraiment de prévention à ce niveau-là. Je pense que si l'État avait été dès au début clair, on n'en serait pas là aujourd'hui. Deuxième chose, l'État fournit, on ne le dit pas officiellement, mais on sait bien quelles mains sont derrière, l'État fournit assez d'efforts dans la mise en place, dans la création de syndicats parallèles dans l'éducation, en vue certainement d'envoyer des missiles contre-productifs au niveau du SLEG, mais ça ne produit pas l'effet escompté. Alors, les efforts qui sont faits dans ce sens-là, si on réunissait tous ces efforts dans le but de trouver un minimum au point de revendication qui sont les revendications du SLEG, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous savez mon problème, réellement, même si je suis de la mouvance, c'est que cet État manque d'autorité, manque à imposer son autorité. Au Sénégal, tout près, il y a eu 750 ou 1750 policiers qui ont fait une grève illimitée sans lettre. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a entièrement licenciés, on a procédé à des recrutements. Attention, c'est un travail. Hein. Quand on ne veut pas faire ce travail... Non. Attendez. Il y a des milliers qui attendent
de faire ce travail. Il y a une limite à tout. Je te dis, ils n'ont pas le niveau. Vous croyez que tous ceux qui sont dehors, ils sont mieux. Ceux qui sont actuellement en poste sont mieux que tous ceux qui sont dehors. Oui, je pense. Vous n'avez pas. Monsieur Damaro, vous ne savez pas. Vous savez ce que l'opinion pense? Aucun indicateur. Si, je pense. Mais je suis sorti. Moi, je suis dehors. Demain, je vais enseigner. Je suis sorti. Vous allez le laisser poser la question. Je pose la question. Madame, vous savez ce que l'opinion dit? L'opinion dit que si on prend à la légère cette crise au sein du secteur de l'éducation, parce que les parents d'élèves et les élèves ne sont pas en train de dire c'est nos enseignants qui ont raison ou c'est le gouvernement. Ils sont en train de constater que l'école est fermée. Oui. Et ils sont en train de tirer les conséquences. Oui. Et l'un des reproches qu'ils font, c'est que la plupart d'entre ces gouvernants ont leurs enfants ailleurs. Oui. Et que ce sont les enfants de ces étalagistes, de ces maçons qui sont là en train de rester à la maison, alors que la scolarité est payée. Dans tous les pays du monde, tout le monde n'a pas ses enfants dans son pays de naissance. Ça, non, je m'excuse. Je m'excuse. Il y a un qui le dit ici. Très souvent, des fondateurs, je ne vais pas dire de nom, un fondateur qui dit ils ont tous leurs enfants dehors. Lui-même, il a étudié dehors lui-même. Parlez d'Ousmane Kaba. Lui-même, il a étudié dehors. Est-ce que vous vous rendez compte de deux choses, Monsieur Damaro? Mais écoutez, ce que je dis, qu'il y a un problème dans l'enseignement en Guinée. Moi, j'ai étudié ici. J'ai quitté ici après le bac. Mais qu'est-ce qu'était notre système? C'est qu'après le bac, on avait 4 ans ici. D'abord 2 cours, ensuite 1 an de recherche pour avoir un diplôme d'études supérieures. Aujourd'hui, un bac plus 3, on est targué d'être licencié. Voilà, dernière question. Monsieur Damaro, est-ce que vous vous rendez compte? Permettez-nous de... Oui, mais qui doit le guérir? C'est le pouvoir. Attends, non, de la violence tout à l'heure, de l'expression, il faut licencier. Est-ce que dans ce pays, parce que tout simplement des Guinéens qui travaillent demandent à l'État qui est responsable de l'amélioration de leurs conditions de vie, améliorer notre condition de vie, venez, on va discuter sur un certain nombre de choses, alors vous tapez, vous licenciez, vous remplacez. Est-ce que ce processus... Non, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma question. Est-ce que le processus de taper, licencier, remplacer, ce sera un processus continu? Un. Deuxièmement, vous utilisiez tout à l'heure une expression, c'est que chacun est responsable de la mauvaise qualité de notre éducation. Vous parlez de construction d'universités, etc. Qui est responsable? Nous sommes dans un pays de culture française. En France, il y a 365 jours de grève dans l'année. On ne constate pas ça dans les pays anglophones. Donc la grève est devenue une culture. Mais à la limite, il y a des responsabilités qui doivent être prises à un certain moment. Parce que je ne veux accuser personne. Mais quand un syndicat qui demande l'amélioration, l'amélioration des conditions de vie de ces enseignants. Je vous ai dit tout de suite, je serais d'accord qu'on donne même 20 millions. Mais à qui? Pas à tous ceux qui se réclament aide de l'enseignant. Oui, mais c'est deuxièmement, mais c'est à l'État de purifier le secteur. Et alors, mais quand l'État suspend des salaires parce que nous ne vous trouvons pas, on dit on a suspendu les salaires. Il y a un sous-préfet qui est venu voir la dernière fois dans le bureau du ministre de la fonction publique. Il lui a dit mon salaire est coupé. Il dit mais pourquoi ton salaire est coupé? Parce qu'il est sous-préfet. On va essayer d'évoluer un petit peu. Le sujet c'est important. Non, oui, c'est très important. Allez-y, Abakar, on va évoluer. Oui, l'actualité aussi, honorable Damaro, c'est ce début d'installation des conseils communaux et de leur exécutif. Il faut quand même le regretter. Cela intervient 8 mois pratiquement après les communales. Comment d'abord vous réagissez à cet état de fait quand même que la Guinée soit ce pays qui organise des élections et qui ne mette en place les élus les autorités élues de ces élections que 8 mois après. Et comment comprendre que ce démarrage soit vraiment caractérisé par le cafouillage général? Le ministère de l'administration du territoire a sorti un chronogramme d'installation qui donnait l'élection des exécutifs communaux au 15 octobre. Mais on a constaté déjà que à maints endroits, cela a été fait, mais avec beaucoup de tension, beaucoup de désordre, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qui explique cet état de fait, honorable? Oui. Je voulais juste dire cette autre crise aussi. Hein. Bon, ce que je veux dire, c'est que, premièrement, je crois qu'il faut analyser la chose en 2 étapes. Premièrement, nous avons eu une loi qui a
des dispositions. Elles sont bonnes, elles ne sont pas bonnes, mais qu'il y a des dispositions. Après l'élection communale, les arrêts des tribunaux sont sans appel. Nous ne les avons pas respectés. Parce qu'on a cru que les magistrats n'ont pas fait leur travail. Et quand un magistrat rend mal un jugement, il y a une autre instance vers laquelle on va. C'est le Haut Conseil de la magistrature qui doit sanctionner le magistrat qui a mal travaillé. On n'a pas fait ça. On a fait de la politique. On est parti dans la rue et ça a duré 6 mois. Après 6 mois, donc, finalement, comme j'ai dit toujours, ce qu'on ne peut pas obtenir par la loi, on l'obtient par des accords. Finalement, il y a des crises que j'appelle des crises artificielles. Artificielles. Bon, de non-respect de la loi. Je suis d'accord avec toi. Mais on aurait dû respecter cette loi, même s'il fallait sanctionner des magistrats qui auraient failli à leur devoir. C'était ça la démarche. On ne l'a pas fait. On a plutôt bloqué, on a plutôt marché, on a plutôt cassé. Maintenant, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous qu'il y a un rélan de désordre. Parce que, tout simplement, il y a une réalité politique. Les accords, est-ce que les accords peuvent en soi s'opposer à la légitimité d'un élu? C'est par respect des consignes du parti, de la discipline du parti qu'on peut dire à Kindia, par exemple, pas de candidat du RPG. Ça, c'est le parti. Mais légalement, le conseiller qui ne veut pas respecter la consigne de son parti parce que il est élu, peut aller à l'encontre de ces institutions. Il y en a des cas comme ça. Nous avons dit à Kindia, nous avons dit à Kindia, nous n'avons pas de candidat. Et nous n'avons pas de candidat à Kindia. Mais quel est le deuxième candidat à Kindia? C'est un allié de l'UFDG. C'est l'UDG de Mamadou Sylla qui a présenté un candidat contre son partenaire. Nous, on n'a rien à voir dans ça. La réalité est que... Mais qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit dans l'accord? Qu'est-ce qui a été dit dans l'accord par rapport à Kindia, par exemple? L'accord qui a été signé. Qu'est-ce qui a été dit? Ça, c'est ma première question. L'autre question, honorable. Comment comprenez-vous qu'on en vienne à des accords alors que des élections ont été organisées? Comment comprenez-vous cela? Oui, mais vous vous contredisez vous-même. Non, je ne me contredis pas, je vous pose la question parce que c'est vous qui vous êtes assis, vous les politiques autour de la table. Vous vous contredisez vous-même parce que... Non mais attendez que j'explique. Attendez que j'explique. On a organisé des élections. Les Guinéens ont voté. Pourquoi ne pas sortir les résultats issus des urnes? Oui. Après cela, on se dit non, on s'assoit autour de la table, on négocie. On trouve un accord. Je vous pose la question. Pourquoi il faut-il qu'en Guinée, qu'on en finisse toujours avec des accords? Madame, et vous l'avez dit dans votre intervention d'ici tout à l'heure. Vous faites moins de journalisme quand vous empruntez le langage en disant sortez les vrais résultats. Qu'est-ce que vous en savez? Non mais attendez. Qu'est-ce que vous en savez? Non mais attendez. Qu'est-ce que vous en savez, madame? C'est une question que je pose. Vous avez dit pourquoi vous n'avez pas sorti les vrais résultats. Non, mais pourquoi sommes-nous venus à un accord? Pourquoi sommes-nous venus à un accord? C'est pourquoi je vous traite souvent de militante. C'est vous qui le dites. Moi, je suis tranquille dans ma tête. C'est vous qui avez des problèmes avec votre façon de stigmatiser les gens. Je suis habitué à ça. Je suis habitué à ça. Ça ne m'empêche pas de poser mes questions. Vous regardez le nom d'une personne, vous la stigmatisez. Pourquoi en Guinée faudrait-il qu'on fasse toujours des accords? Parce que vous-même ici, vous banalisez les accords. Pour le cas du SLEC tout à l'heure, vous avez dit que c'est une blague. Pourquoi faudrait-il qu'en Guinée, qu'on en vienne toujours à des... Je n'ai pas dit que l'accord c'était une blague. Non, mais vous avez pensé que les 8 millions c'était une blague. C'est pas vous qui l'avez dit. Voilà votre problème. Bien. Allez-y, monsieur. Je sais dire ce que je veux dire. Je n'ai pas besoin de vous pour le dire à ma place. Madame, j'ai dit que nous avons une loi, un code électoral qui dit que les arrêts des tribunaux sur les résultats sont sans appel. Elles peuvent être mal élaborées. Peut-être que les magistrats ont été corrompus. Peut-être que les magistrats ont fait du mauvais travail sur ces résultats. Mais c'est sans appel. Deuxièmement, si on a reconnu un magistrat qui a mal travaillé, il y a une instance pour le sanctionner. C'était le Haut Conseil de la magistrature. On n'a pas fait recours à ça. On a parlé, comme vous empruntez leur expression, de sortir les vrais résultats. Les vrais résultats, c'est quoi? C'est ce qu'eux, ils ont considéré être des résultats. Les vrais résultats, c'est ce qui avait été
arrêté par les magistrats et la CENI. Point barre 1. Oui. Non. Après, malgré tout, vous nous demandez qu'on soit allé dans des accords et qu'on ne respecte pas. Je prends le cas spécifique, comme vous voulez le dire, à Kindia, comme à Giasso. À Kindia, nous avons dit nous ne présenterons pas de candidat au poste de premier maire à Kindia. Oui. Nous avons un candidat au poste de deuxième maire et l'UFDG a un candidat au poste de troisième maire. Nous l'avons respecté. Ils ont désigné quelqu'un comme candidat qui a été contesté, qui est parti, qui serait même au tribunal, ou qui a failli aller au tribunal avec le premier imam, le Kuntigi, etc. Ça, c'est pas notre problème, ça. Ça, on n'est pas mêlés. À Giasso, par contre. À Giasso, j'ai demandé même comment on appelle, au BL. Comment est-ce que vous avez gagné là-bas? Quelles sont vos revendications? On dit, on nous a chassés dans 2 bureaux de vote. J'ai demandé à Aliou Condé, comment est-ce que vous avez gagné Giasso? Giasso est la porte d'entrée du RPG en Guinée. Et quand on a fait l'accord, les mêmes étaient surpris, même les conseillers du BL étaient surpris qu'on leur donne la mairie et j'étais en train déjà de négocier pour avoir un deuxième poste. Bien. Alors, voici la réalité en Guinée. Je repose cette question en français facile de Mme Yoro. On ne s'excite pas, c'est important. Non, moi je ne suis pas excité. Non, mais pas du tout. Je parle aux animateurs, c'est important. Madame, calmez-vous s'il vous plaît. J'ai envie de comprendre ce matin. Est-ce que ça ne vous gêne pas? Est-ce que ça ne vous fait pas honte, vous les politiques, à dire qu'il faut toujours arriver aux accords? Or, les gens ont voté et qu'il fallait respecter ces votes. Si moi, on me suivait, je n'allais pas faire d'accord. Parce que les accords se passent toujours dans des conditions de crise. Et j'ai toujours dénoncé que nous faisons des accords au nom de la paix et de la stabilité. Et en fin de compte, on n'a ni stabilité, on n'a ni paix, ni respect de la loi. J'ai toujours demandé, moi, partout, qu'il faille aller au respect de la loi. Donc, vous avez honte? Mais bien sûr. Bien. En même temps, on ne respecte pas la loi. En même temps, M. Damaro, par rapport à Giasso, je veux une précision. Vous avez, dans les accords, accepté de désister au profit du BL ou pas? Oui. Alors, non, de l'opposition. Ne savez même pas que c'était. De l'opposition. L'opposition aurait choisi donc le BL. Pourquoi le contraire se passe sur le terrain? On a eu même, après les accords, on a eu même des corrections à faire. Ce qu'on aurait dû faire à Giasso. Je parle du cas de Biscrima. On a mis la commune de Biscrima parmi les 6 communes rurales, mais alors qu'il ne s'agissait que d'un district à Biscrima. On était obligé de revenir pour le corriger. C'est ce qu'on aurait dû faire. Alors, là, il y a quand même des militants du RPG qui ne souhaitent pas que ce soit le BL qui occupe parce qu'ils n'ont pas en fait gagné. Sinon, quand on a gagné quelque part, on n'a pas de problème. Vous devez quand même respecter votre parole. Vous avez signé l'accord. Nous, on n'a pas de candidat. On n'a pas de candidat à Giasso. Bien. Les militants vous écoutent. Il faut leur adresser un message quand même. Mais attends, parce qu'il y a une violence qui se passe là. Ce qu'on a adressé, au-delà des messages, on a même téléphoné. Bien. On nous dit, j'ai été élu, nous avons été élus, nous resterons. Cela peut arriver dans les partis. Amadou Damaro Camara, notre invité ce matin. Si on peut avancer, on va aller à une autre crise. La Cour constitutionnelle. Il s'agit... Non, écoutez. Allez-y. Faut pas nous enlever la salive à la bouche. Alors moi, on revient avant de bondir, puisque la liste des crises elle est longue. C'est exact. Non, mais c'est vous qui le dites. Votre manière, la facilité que vous avez à banaliser les crises, c'est finalement la corde qui vient vous tenir au cou à la fin. Alors la question que j'ai envie de poser, c'est que finalement, est-ce que vous n'êtes pas, parlant de crise, est-ce que vous n'êtes pas devenu spécialiste des créations de crise? Parce que tout à l'heure, non, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma question. Patientez. De création et après de gestion. Parce que tout à l'heure, on parlait d'élections, de résultats, puis de l'accord, et vous êtes revenu à nous dire que non, mais les élus ont la légalité de contester, de refuser. Non, monsieur Damarito, permettez-moi. Peuvent, d'accord, je vais utiliser votre mot, ça ne change rien du tout à la donne. Les élus peuvent opposer leur niette à l'installation d'un maire issu d'un accord que vous-même, les politiques, vous avez décidé de mettre en place et paraffer. Est-ce que c'est pas une manière subtile de créer d'autres crises, là où déjà on était d'accord que oui, on ne vient pas, l'autre vient? Bon, je crois qu'on a déjà répondu à cette question une fois. Je dis, ce que vous n'aimez pas, je dis, dans un grand parti, on n'est pas sûr à 100% de la discipline des élus.
Ça arrive dans tous les pays du monde. Oui. Où il y en a qui disent où je suis, où je démissionne, ou bien je vote pour tel ou tel. Ça arrive, ça. Et c'est arrivé. Mais vous ne pouvez pas me dire oui, Amadou Damaro doit pouvoir. Non, il y a des problèmes, beaucoup, mais c'est ça un peu. Que moi j'apprécie une certaine dynamique du parti. Quand chacun veut être à la tête de nos sections, de nos sous-sections ou de nos structures. Ce n'est pas un désamour. Les grandes gueules. Avant d'avancer, est-ce que vous êtes à même de nous confirmer ce matin que le pouvoir a pris la décision de rappeler tous les superviseurs donc, et de suspendre le processus d'installation des exécutifs, des conseils communaux et de leurs exécutifs? Deuxièmement, est-ce que vous êtes d'accord avec certains observateurs que le RPG Arc-en-Ciel et que cette suspension, si vous venez à la confirmer, elle est due au fait que vous êtes, vous et vos alliés, vous êtes à la peine sur le terrain dans plusieurs communes rurales et urbaines. C'est plutôt l'opposition qui arrive à rafler les mairies. Ça s'est passé à Fria, dans la commune urbaine de Fria et dans 2 autres circonscriptions. Il y a des indépendants qui réussissent à rafler des mairies. À Guékedou, par exemple, c'est pas sûr que vous l'emportiez. À Zérékoré, vous avez des conflits internes. Et tout ça à cause du fait que vous n'avez pas pu choisir des têtes de liste. Vous-même, vous avez énormément de problèmes à l'interne. Vous n'avez pas signé, vous n'avez pas concrétisé, vous parvenez pas à concrétiser vos accords, vos alliances plutôt, avec le RDIG, avec l'UFR, etc., etc. Vous avez suffisamment de problèmes que vous êtes aujourd'hui obligé d'abord d'arrêter la machine pour mieux vous préparer, pour ne pas perdre entièrement, pratiquement toutes les mairies. Non, d'abord, nous sommes... Je confirme qu'il y a eu un appel, une suspension, certainement pour la journée d'aujourd'hui. Mais les raisons ne sont pas parce que nous avons des problèmes à notre sein. Quel que soit... Non, on a des problèmes à notre sein, mais ce ne sont pas ces raisons qui nous ont amenés à la suspension. Le problème, c'est que c'est clair. Sur les 442 circonscriptions, le RPG a plus de 200. Rassurés. Donc nous sommes nettement majoritaires dans le pays. Deuxièmement, nous avons, et je le confirme, nous avons des problèmes de candidature dans des zones où on a gagné à 100%, on n'a pas besoin du tout de faire des négociations. Cela est dû, certes, ça a été un report de problème. Au lieu de désigner des têtes de liste au départ, nous avons préféré attendre et on a des velléités aujourd'hui de plusieurs candidatures dans certaines circonscriptions. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est que la discipline du parti, en fin de compte, va prévaloir et nous avons organisé démocratiquement des primaires dans ces zones pour dire: entendez-vous, trouvez-nous le candidat à la mairie. Ce n'est pas le choix du parti, c'est le choix des conseillers, le maire, le premier vice-maire, deuxième vice-maire, etc., etc. Ce processus est en cours et des missions du parti sont parties pour aller le faire. Pour ce qui concerne le RDIC, d'ici, je vais aller signer avec M. Teliano ces accords. Justement, Madame disait tout à l'heure que nous avons des accords qu'on n'arrive pas à respecter. Je crois que le message des accords n'a pas été suffisamment éventuellement diffusé au niveau de nos conseillers. Nous avons suspendu aujourd'hui pour pouvoir dire aux uns et aux autres: écoutez, à Doubreka, dans telle sous-préfecture, nous avons un accord avec l'UFR et l'UFR prend cette mairie ou nous prenons cette mairie. Nous avons suspendu pour que ces accords, comme on nous accuse déjà de dire, c'est une façon subtile de ne pas respecter les accords. C'est pour justement respecter ces accords. Bien. Amadou Damaro Camara, notre invité ce matin. Le temps d'appeler aussi un docteur Fodé Oussou qui va intervenir dans un instant sur notre antenne dans cette émission. Allez-y, madame. Alors, honorable, est-ce que à cette allure, avec cette situation où il y a des oppositions à l'interne, même dans certains partis politiques, est-ce que vous pensez que ce processus pourra aller à son terme avant la fin de l'année? L'installation des exécutifs communaux. Nous allons terminer d'ici la fin de la semaine. Je vais vous dire une chose. Les élections municipales dans toutes les démocraties sont gagnées et perdues par le pouvoir, par le parti au pouvoir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien de catastrophique. Même dans les grandes démocraties, vous me reprochez souvent de prendre les États-Unis. Les élections de mi-terme, comme ce qui va avoir lieu le 7 novembre, sont toujours perdues. Depuis 1945, sauf 3 fois, sont toujours perdus par le parti au pouvoir. Voilà. Ça, c'est une alternance qui arrive. Et on a commis l'erreur,
toutes les parties prenantes à ces élections, nous avons commis l'erreur de faire des élections locales. On a donné un contenu national, comme si c'était le tremplin pour 2020. Bien. Alors, Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Avec un autre invité dans ce studio, Moussa Moïsila. Docteur Bono, bonjour. Bonjour. Merci donc d'être parmi nous ce matin. L'école de la République se porte assez mal. Une crise secoue le secteur de l'éducation. Et votre analyse là-dessus et quelle piste de solution parce que nous avons entendu hier que des mutations assez rapides ont été effectuées dans les rangs des institutions d'enseignement supérieur. Certains enseignants se sont vus muter. Oui, parce que nous avons eu accès à certaines notes de mutation pour fait de grève, nous dit-on. Est-ce que vous êtes informé de cela? Non, pas du tout. Vous savez, la gestion de la grève se fait au niveau du gouvernement. Vous avez une équipe de négociateurs, vous avez des ministres sectoriels, et puis vous avez le Premier ministre lui-même qui est, du point de vue de la Constitution, celui qui est en charge de toutes les négociations du dialogue social. Ce n'est pas un sujet pour le moment qui est traité au niveau de la présidence de la République. Je dois rappeler que si le président intervient très rapidement dans cette grève, ce qui va être dit encore dans cette même émission, c'est qu'en réalité, il se mêle de tout et de rien. Il y a des personnes qui sont commises à des tâches bien précises. C'est à elles de prendre leurs responsabilités et d'agir en toute connaissance de cause. La présidence de la République s'occupe des questions stratégiques, de prospective, d'orientation générale. Et lorsque on atteindra un niveau où la présidence sera dans l'obligation d'intervenir, elle le fera. Tel n'est pas le cas pour le moment. Mais de loin, comment vous voyez tout ça, Dr Bano? Vous êtes dans ce milieu, on l'a rappelé, vous êtes un fin connaisseur en tout cas de notre système éducatif. Comment on est arrivé là? Alors, ça remonte de très loin. En fait, l'école guinéenne est malade depuis très longtemps. Et ce n'est même pas l'école simplement. C'est la société guinéenne, c'est l'État guinéen, c'est son administration qui est malade depuis très longtemps. En fait, quand on le disait il y a de cela quelques années, j'ai été probablement l'un des premiers à le dire publiquement, on considérait que je suis un pessimiste de nature. En réalité, il y a des dysfonctionnements relativement importants. Les grandes gueules. Juste pour savoir de quoi je parle. À un moment donné, on nous a dit ajustement structurel. C'est-à-dire qu'on a réduit le personnel de l'administration et on a décompressé l'administration publique et on est resté pratiquement dans une situation d'ajustement structurel pendant très longtemps avec une absence de recrutement. À un moment donné, on a dit, voilà, il faut scolariser. Et on a dit, il faut recruter. On a laissé les vannes ouvertes et on a recruté au rabais parce qu'il y avait un programme éducation pour tous, il fallait scolariser pour tous les enfants. Et on a utilisé les stratégies les plus rapides, les plus raccourcies pour pouvoir recruter. L'aboutissement, c'est que du point de vue de l'amélioration du taux de scolarisation, la Guinée a progressé. Il ne faut pas oublier qu'en 1984, on était en deçà de 50% d'un taux de scolarisation. Aujourd'hui, on est dans les environs de 85-87% du taux de scolarisation. Mais en même temps, il y a eu une baisse drastique du niveau. Parce que tout simplement, vous savez, l'amélioration du niveau. Je vous donne juste un chiffre. Le ratio élèves-maîtres dans l'école publique guinéenne est de 74 élèves en moyenne pour un enseignant. Le ratio au niveau du privé est de 33 pour un élève. Taux d'encadrement extrêmement élevé. Et ce ratio, je ne parle pas du ratio de Conakry, je parle d'une dimension, d'une moyenne nationale. À Conakry, c'est au-delà de cela. Quand vous prenez le niveau de qualification du personnel du système éducatif, je vous donne quelques chiffres. Au niveau du primaire guinéen public, vous avez plus de 25% des enseignants du primaire qui ont un niveau inférieur au baccalauréat. Alors que dans le privé, vous avez moins de 5% qui n'ont pas le baccalauréat. Vous prenez au niveau du secondaire. Nous sommes, alors que le public guinéen, l'école publique guinéenne fait dans le secondaire sensiblement 2 millions et quelques d'élèves. Vous avez, alors que le privé fait 1 million et quelques,
vous avez 2 fois plus d'enseignants dans le privé que dans le public. 18 000 dans le privé, 8 500 et quelques dans le public. Ouais. Vous partez à l'université. Au moment où moi je suis rentré du Canada, nous étions en Guinée dans les environs de 35% de titulaires d'un doctorat dans le système universitaire guinéen. Ouais. Aujourd'hui, les chiffres que nous avons indiquent que 51% des enseignants du supérieur ont un niveau de qualification égal à la licence ou à la maîtrise. 31% ont le niveau du 2EA ou du master et vous n'avez que 18% qui ont le doctorat. Et sur ces 18%, vous avez 8% qui doivent aller à la retraite d'ici 2021-22. Ouais. Mais pourquoi voilà, ce sont des faits. Ouais, je comprends tout ça. Et pourquoi ce réveil tardif, si on peut se me dire ainsi? On parle de 10 000 quand même, mon cher Tamba. C'est pas rien du tout. Alors, sur les chiffres. Je parle des contrôles, évidemment. Oui, justement, j'aimerais embrayer avec cela. Et comment résoudre cela? Comment revenir à de meilleures statistiques par rapport aux statistiques que nous avions il y a encore quelques années? Ouais. Est-ce là le besoin de procéder à ce contrôle, Dr Bano? Alors, vous savez, en fait, on ne s'occupe... Bon. Une grève, c'est conjoncturel. Ouais. Les grandes gueules. Nous nous occupons du structurel. Ouais. C'est en février 2018 que le président a instruit le ministère de l'administration du territoire de procéder à un contrôle de l'intégralité du personnel du MENA. Ouais. Vous savez, dans le sous-secteur de l'éducation, vous avez 3 ministères. Ouais. Vous avez le MENA, dans les chiffres que nous avions, qui disaient qu'il y avait 44 493. Le supérieur, 2300 et quelques. Ouais. Et l'enseignement technique, 2040. Le président a donc instruit le ministère de l'administration du territoire, étant donné que chaque fois qu'il va sur le terrain, les 3 demandes qui lui sont faites par les communautés, trouvez-nous des enseignants, trouvez-nous du personnel de santé, et aidez-nous à refaire la route. Ouais. On avait les chiffres de la fonction publique du secteur de l'éducation. On a voulu utiliser, le président a souhaité utiliser l'administration du territoire, qui est le ministère le plus représenté sur l'ensemble du territoire national. Bien. Donc, commencez par ce ministère. Voilà, on dit, voilà, utiliser le service. Aujourd'hui, les syndicalistes ne comprennent pas. On a eu Abakar Soumana la dernière fois, ici, à l'antenne. Je comprends tout ça. Attendez, parce que Guirassi, je vais vous dire. Non, pas du tout. Regardez, je vais vous dire une chose. Les contrôles sur le personnel de la fonction publique ont commencé en 85. Ouais. Lorsqu'on a créé le ministère de Mamouna Bangoura. Depuis lors, chaque 3 ans ou 4 ans, il y a eu un contrôle. En 2000, c'est le syndicat lui-même qui a fait le contrôle sur les contractuels. Je peux vous sortir les résultats que pratiquement chaque 4 ans ou 5 ans, il y a du contrôle en Guinée. D'ailleurs, la Banque mondiale est arrivée à la conclusion que la biométrie en Guinée, ça ne marche pas. Parce que chaque fois qu'on a fait, on était à un chiffre, on fait la biométrie, on a des chiffres qui augmentent encore. Tout le monde est fatigué de la Guinée parce que tout simplement on n'arrive pas à stabiliser. Vous savez que le premier poste de dépense de l'État guinéen, c'est le personnel. Et le ministère de l'Éducation nationale, les 3 secteurs, constituent sensiblement 50% de la fonction publique. Avoir un contrôle, vous le connaissez puisque vous êtes un entrepreneur. La charge financière que vous avez dans cette entreprise, en dehors de votre groupe électrogène, c'est probablement vos travailleurs. C'est pas pour rien, quand on fait un ajustement, on commence par licencier des personnes. Depuis 2010, le président a donné des instructions, il y a eu 25 000 recrutements dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, les chiffres que nous avons indiquent qu'il y a 3 000 salles de classe sans enseignants. Qu'il y a 3 000 salles de classe dans lesquelles ce sont des classes multigrades. C'est-à-dire une classe comme dans le Coran, où il y a CP1 et CP2. Vous avez des classes qu'on appelle double vacation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier toute la journée. On est obligé d'étudier une partie pour que les autres étudient. Donc, à partir de ce constat, le souhait du président, c'était d'avoir une situation exacte du personnel. Ouais. On a donc demandé au chef de quartier, au président de district, au sous-préfet, au préfet et au gouverneur de procéder à la collecte des données. Ils ont reçu un tableau qu'ils devaient remplir.
dans lequel vous avez gouvernorat, préfecture, sous-préfecture, le quartier, le nom de l'école, le numéro matricule, le nom de l'enseignant, le prénom de l'enseignant, la classe tenue ou le cours dispensé ou la fonction exercée. Ce travail a été fait à partir de février. Février, mars, avril. Vous savez, quand on fait du travail, on ne communique pas. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Ça s'est fait sur l'ensemble du territoire. Les résultats sont venus à Conakry. Il y a eu une saisie. L'équipe a saisi l'ensemble de ces données. Ça a été croisé avec le fichier FGA, qu'on appelle FGA, le fichier du budget, qui sert à payer. Ce croisement a indiqué qu'il y avait des gens qu'on n'a pas retrouvés. On a trouvé dans le fichier, en croisant, 4500 enseignants guinéens dont le salaire n'est pas domicilié au lieu où ils travaillent. Bien. Alors je vais vous donner un exemple. La raison pour laquelle je lui ai montré mon bulletin de salaire, ce n'est pas pour le salaire. On a quitté Gamal en 2005. On a été transféré à Sonfonia. Ça fait 13 ans. Écoutez, mon salaire est domicilié à Gamal Abdel Nasser. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. C'est la même chose pour le cas de Kaokare. C'est-à-dire qu'il a quitté la DCE pour l'eau. Son salaire n'est pas parti. Bien. 4500 enseignants travaillent dans un endroit et reçoivent leur salaire ailleurs. L'autre des choses que nous avons constatées, c'est que nous avons constaté qu'il y avait 20 000 et quelques enseignants du primaire. On a trouvé 8 535 au niveau du secondaire et 3 000 et quelques au niveau de la direction. Ce qui nous a donné 32 000. Par rapport aux 42 000, il y avait donc une marge, un écart. Et donc, la décision a été prise, puisque c'était l'ouverture, de geler ce salaire pour que les gens se présentent. Bien. Parce que dès que le salaire est gelé, les gens se sont présentés. Et en moins d'une semaine, oui, tous ceux qui sont présents en Guinée, 999 de l'enseignement supérieur, qui sont logés à l'intérieur du fichier du préuniversitaire, 998 ont été payés. Toutes les universités de l'intérieur du pays, tous les centres de recherche sont logés à l'intérieur du fichier du MENA. 444 de l'enseignement technique sont gérés à l'intérieur du fichier. Bien. On a retrouvé 2000 et quelques du préuniversitaire et le total aujourd'hui, on est dans les environs de 3000 et quelques qu'on a retrouvés et qui ont déjà été payés. Et il reste 7222 bien, qui n'ont pas été retrouvés, dont nous attendons leur présence parce qu'il faut qu'ils viennent là où ils sont. Parce que le salaire là, il est domicilié dans des préfectures. Bien. Tu viens dans la préfecture et tu vas dire à la DPE, au directeur préfectoral d'éducation, au préfet, où tu étais lorsqu'on faisait le contrôle, parce que c'est eux qui ont fait le contrôle. Bien. S'il s'avère qu'il y a un acte qui te mute ailleurs, en ce moment tu recevras ton salaire. Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.